Yorana, Kuraura et bienvenue dans Manava. Aujourd'hui, mardi 10 septembre, c'est la journée mondiale de prévention du suicide, un phénomène qui touche toutes les tranches d'âge et qui nécessite une prévention active, une écoute attentive et des actions coordonnées au Fénois et partout ailleurs. Pour en parler aujourd'hui, nous recevons sur le plateau Annie Touheyava Meiro, présidente de SOS Suicide. Yorana. Yorana. Et puis de l'autre côté, nous avons Maya Amio, psychologue au CHPF et psychologue du département psychiatrie d'une prison de Tahiti et chercheuse spécialisée sur le suicide. Yorana. Yorana. Quelles sont les principales raisons du suicide en Polynésie? Comment aider ceux qui en ont besoin et surtout comment sensibiliser sur le sujet? Ce sera l'objet de notre émission Manava, votre émission Infoservice. Le suicide, c'est un sujet sérieux qui touche tout un chacun. Chaque année, SOS Suicide Polynésie française reçoit environ 1500 appels de détresse, traite plus de 300 tentatives de suicide et parmi toutes ces tentatives, ce sont plus de 10% qui aboutissent. Cette année, les chiffres sont en particulier préoccupants. On observe une augmentation de 16% depuis le début de l'année. Les jeunes, les personnes isolées ou fragiles avec des causes multiples, que ce soit des détresses psychologiques, des problèmes sociaux ou économiques, une addiction, un isolement. Face à ce constat, il faut en parler. Et on commence avec Annie, comme je viens de le dire, la détresse psychologique, l'addiction, l'isolement, ça fait partie des causes les plus fréquentes des appels reçus à SOS Suicide. En effet, des problèmes familiaux, il y a plusieurs raisons. Donc, ce qu'il faut dire, la psychologue qui nous aide nous explique les différentes causes. On ne travaille pas tout seul. On a des médecins psychiatres et des psychologues. Donc, on travaille ensemble. Et le constat qu'on a, c'est vraiment, c'est depuis l'enfance et la dernière goutte. Tentative de suicide, idée suicidaire, la personne n'en peut plus. Il y a plusieurs causes. Mais les gens ne verront que la dernière goutte qui va sortir. Oui, qui finalement, va que la tentative. Voilà, on va dire rupture amoureuse, la drogue. Mais cette personne était déjà en souffrance depuis son enfance peut-être. Il y a des blessures qu'on n'a pas soignées depuis, on n'a pas vues. Et à 14-15 ados, c'est surtout les ados qui sont en difficulté aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça que nous intervenons dans les lycées, les collèges, pour les former à être des sentinelles de prévention. Donc c'est tout ce mélange finalement, tout ce passé que certaines personnes vivent, que nous ne voyons pas forcément, qui mène finalement à la tentative de suicide. Ce n'est pas juste un choix. Des personnes qui sont fragilisées. Et ce sont ceux-là qui, par exemple, rupture amoureuse chez les jeunes, immédiatement, je suis nul, je ne sers à rien, donc c'est normal, ce que j'ai subi, c'est normal. Donc, immédiatement, ils pensent au suicide. Et c'est pour ça que c'est important la prévention au niveau scolaire et dans les familles. Nous intervenons auprès des familles également pour expliquer, faites attention à vos enfants depuis leur enfance jusqu'à l'adolescence. Parce qu'il y a des blessures qu'on accumule. Et à 14-15 ans, c'est le moment où l'enfant veut se prouver à quelque chose. Je n'ai plus besoin de mes parents. Et là, il est n'est-ce pas, Maya? C'est exactement ça. Maya, justement, le langage, quand on parle du suicide, est important. C'était justement la prochaine question. On ne parle pas juste d'un choix. Ce n'est pas un choix qui est fait. C'est, comme on vient de le dire avec Annie, finalement, tout ce mélange, tout ce contexte qui mène la personne finalement à une tentative. Oui, en effet, en fait, c'est multifactoriel. Il y a les facteurs de risque qui sont cumulés depuis le début de la vie. Il faut regarder la trajectoire de vie en fait de la personne en souffrance et malheureusement lorsqu'il y a passage à l'acte, c'est le dernier choix parce que la personne n'a pas trouvé d'autres solutions malheureusement. Elle n'a pas été peut-être entourée par des personnes qui ont su intervenir et trouver des solutions pour l'accompagner. Pour l'accompagner et empêcher un passage à l'acte. Dans le début de l'émission, je disais, il y en a une augmentation cette année préoccupante de 16% depuis le début de l'année. Comment est-ce qu'on explique cette hausse finalement? Est-ce qu'il y a c'est un contexte économique, un contexte social qui mène à cette hausse? Alors, on a fait plusieurs études avec le professeur Amadeo avant ça.
et SOS Suicide d'ailleurs en partenariat, on s'est rendu compte que y a des pics de suicide qui sont en corrélation avec des situations socio-économiques ou des changements peut-être de gouvernement. Et là, on s'attendait à un pic de suicide après le Covid. En métropole, bien sûr, les chiffres ont explosé. En revanche, eux, ils expliquent ça par le fait que le système de repérage a été amélioré. Ici, est-ce qu'on peut dire que le système de repérage est en train de s'améliorer, ce qui est une bonne chose? En tout cas, l'ARAS a créé son observatoire, dans l'observatoire des suicides, il me semble, en 2023, ce qui est une bonne chose. Et du coup, ça peut expliquer le fait qu'on ait des chiffres qui augmentent, mais pas que. Il y a aussi, on ne va pas se leurrer, des passages à l'acte plus fréquents. Finalement, on parle de ces personnes qui sont vulnérables. Annie, ce sont qui ces personnes vulnérables? Ce sont des jeunes, des personnes âgées, des détenus parfois? Oui, en effet, parce que nous intervenons dès qu'il y a suicide abouti, on nous appelle les familles. Et donc, on se déplace avec des psychologues, on met un groupe de soutien aux endeuillés pour les familles. On était au Gambier, on était à Bora, partout. Et donc, c'est nécessaire de reconnaître la prise en charge de ces personnes qui sont parties trop tôt, disons-le, et que ceux qui restent sont aussi en danger. Parce qu'il y en a beaucoup de culpabilisation. Nos actions, ce n'est pas uniquement la prise en charge avant que la personne se suicide, parce qu'ils nous appellent, hein. On marche 24 heures sur 24, notre ligne de crise. On évalue l'urgence, voilà, donc comme elle a dit la psychologue dans le film. Et ensuite, on oriente, on travaille avec les pompiers, avec le numéro 15. On n'est pas tout seul. Et à ce moment-là, on a nos limites, nous aussi. Et grâce aux psychologues cliniciennes qui nous aident, c'est des privés que nous payons, des aidants. Et on est en Polynésie, ces personnes qui souffrent, surtout les Maheu, ils ont besoin de parler à quelqu'un en tahitien et de connaître aussi l'amour à travers le massage. Docteur Amadio a été dans les pays en Thaïlande, il a ramené cette technique, le fait de masser quelqu'un, surtout nous en Polynésie avec le Mon-Œil. Oui, c'est vrai que c'est important pour nous culturellement. Exact, et ça détend la personne, le mieux-être. Mais ça ne suffit pas là. Il y a quand même un accompagnement par les psychologues. Justement, tu parlais de quelque chose d'important et d'intéressant. C'est l'accompagnement aux familles endeuillées, puisque finalement, s'il n'y a pas cet accompagnement, Maya, il peut y avoir une réaction en chaîne, on peut dire ça comme ça? Oui, une personne exposée à une tentative de suicide ou à un décès par suicide est à risque elle-même. On retrouve dans les décès par suicide un fort taux d'antécédents de tentatives de suicide, mais aussi beaucoup de personnes qui ont été exposées à ça. Donc, la prévention, la postvention, c'est important. Jusque-là, c'est vrai qu'on avait beaucoup misé sur la prévention, mais la postvention fait partie du programme national de prévention du suicide. Donc, SOS Suicide, ça fait plusieurs années qu'ils font les prises en charge, les groupes de parole des endeuillés par suicide. Et au département de psychiatrie, on a mis ça en place avec le docteur Joanne Septi l'année dernière, le dispositif d'accompagnement des proches endeuillés par suicide dans le test en milieu hospitalier pour voir si ça fonctionne ou pas. On parle finalement de toutes ces causes qui mènent une personne à une situation difficile. C'est davantage psychologique, social, économique. Est-ce que les addictions, comme je le disais en début d'émission, ça joue aussi un rôle dans le passage à l'acte? Oui, c'est multifactoriel. Il y a pas une seule cause. Le facteur déclenchant peut être unique, une dispute, une rupture. Les consommations de drogue ou d'alcool, malheureusement, facilitent le passage à l'acte. Mais ce sont les conséquences aussi d'une vie qui est dysfonctionnelle. Les conséquences, elles reflètent le fait que dans la vie, il y a beaucoup de problèmes. Et heureusement que des structures sont là pour accompagner les personnes en difficulté, Annie, comme par exemple SOS Suicide. Quand vous avez un appel d'une personne qui est en difficulté, comment est-ce que vous réagissez tout de suite? Il y a une prise en charge ou d'abord on essaie de comprendre la situation dans laquelle est cette personne? Quand quelqu'un nous appelle, on l'écoute. L'écoute est importante. On le fait parler, exprimer ses émotions. Il peut même pleurer.
il peut dire être en colère. On l'écoute, et au fur et à mesure qu'il parle, il va donner des solutions également, mais il a oublié, c'est automatique. Il va dire, j'ai des enfants, c'est positif. J'ai un travail, c'est positif. On ramasse toutes les bonnes choses qu'il dit, on enregistre, et après, il s'arrête. C'est pas nous qui parlons, c'est lui qui va parler. On le fait parler. Et ensuite, en fonction, s'il dit, j'ai ma corde, là, il y a une urgence. Je suis prête, j'ai mes cachets à la maison, j'ai un fusil, tout ça, ça veut dire, il va passer à l'acte. On n'est plus tout seul. À ce moment-là, ça dépend plus de SOS Suicide. Il y a l'autre téléphone qu'on prend pour appeler les pompiers, pour appeler les médecins. Enfin, voilà, on met le SMUR en urgence. Il y a quelqu'un. On le maintient sur la ligne, et parce qu'il a confiance, s'il a appelé, il ne veut pas mourir, au fait. Hein. Oui, bah oui. Sinon, il n'aurait pas appelé. Donc, on le maintient en ligne, on le met en confiance, l'estime de lui-même, on le valorise, c'est important, tu as besoin de soins. Voilà ce qu'on lui dit, hein, ce qu'il veut entendre. Et on le prépare à la venue des pompiers, des infirmiers pour venir l'aider. Et à ce moment-là, il accepte parce qu'il a besoin d'aide, au fait. En nous appelant, il a besoin d'aide. C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est déjà peut-être arrivé à certaines personnes de se retrouver avec un proche au téléphone et on ne sait jamais quoi dire, on ne sait jamais quoi faire. Ça serait ça alors, l'accompagner, lui dire qu'on est là pour l'aider? Exactement, exactement. Et surtout ces personnes qui sont en souffrance du fait qu'il a parlé, il a exprimé, parce que si on n'exprime pas, on imprime. Et à ce moment-là, ça reste là, tu rumines. Hein, il y a plusieurs, on ne va pas tous se suicider, sauf les jeunes, 14, 15, 16 ans. Ils n'ont pas assez d'expérience de vie, c'est immédiat. La seule solution, c'est ça, disparaître. Mais la notion de mort chez les jeunes, pour eux, c'est pas mourir, c'est se venger. Si c'est rupture amoureuse, ou ses parents, punir quelqu'un. Mais ce n'est pas mourir qu'ils veulent. Et c'est pour ça, c'est important. Il y a plusieurs niveaux. Les jeunes, les personnes âgées, les 40-45 ans, on a plusieurs discours. Tout dépend des expériences de vie que la personne a vécues. Voilà. On évalue. Hein. C'est pas comme ça, c'est la même chose. Ce n'est pas le même tableau. Il peut y avoir 20 appels, c'est 20 différentes façons d'intervenir. 20 situations différentes finalement. Et on s'adapte. Et surtout les 15-16 ans, comme tu disais, ils ont une vision des choses différentes. Ça veut dire que Maya, on a parlé des structures comme SOS Suicide, on a parlé aussi des médecins, des pompiers ou le travail des professionnels. Mais ça veut dire que pour ce cas des 15-16 ans, même les établissements scolaires ont aussi un rôle à jouer? Oui, tout le monde a un rôle à jouer. Cette population qui est très jeune a besoin d'échanger avec les autres pour comprendre ce qui leur arrive. Hein. Étant jeunes, ils n'ont pas la maturité nécessaire. Il y a beaucoup de passages à l'acte chez ces jeunes et comme Annie dit, c'est réactionnel. Ça ne va pas, je fais un passage à l'acte parce que je ne sais pas m'exprimer, je ne sais pas gérer la crise autrement que comme ça. C'est du démonstratif et malheureusement, ça peut mal se terminer. C'est quoi finalement les premiers signes qu'on doit observer? Je suppose que c'est différent pour chaque personne, mais est-ce qu'il y a des cas généraux, entre guillemets, des signes généraux à surveiller? Ah oui, on a identifié les facteurs de risque que l'on retrouve le plus souvent. Ce sont les changements chez les ados, par exemple, les jeunes. Ce sont des changements d'attitude. Un jeune qui d'habitude tient absolument, je ne sais pas, à ses baskets, et du jour au lendemain, il se met à les vendre. Là, on peut penser qu'il y a une préparation d'un passage à l'acte. Il va tout vendre ou donner parce qu'il compte s'en aller, par exemple. C'est le changement du jour au lendemain, le manque de motivation pour beaucoup. Après, il faut faire une évaluation fine aussi, comme a dit, orientée vers les médecins pour savoir s'il n'y a pas une dépression qui est là depuis un moment, quoi, et qui explique une volonté de passage à l'acte, malheureusement, et qui explique le fait que le jeune, il n'arrive pas à trouver d'autres solutions plus adaptées que ça. Pour compléter ces propos, Annie, d'autres signes qu'on peut observer chez certaines personnes? Oui, quand on travaille 90% de temps au téléphone. Et le constat qu'on a, c'est la personne, quand il parle, on le fait parler, c'est l'isolement. Premier signe, il se met dans une bulle. Il n'est plus dans sa famille, il s'isole. Et c'est pour ça, pendant le Covid,
Hein, voilà, contrairement à ce qu'on dit, au niveau des appels, nous, il n'y a pas eu d'appel, il n'y a pas eu une augmentation d'appel parce que la personne qui est en souffrance était enfermée avec la famille. Donc, il n'a pas le temps de sortir. D'habitude, quand un jeune est mal, il sort de la famille. Il va ailleurs, dans la rue, pour nous appeler. Tandis que là, pendant le Covid, il n'y a pas eu d'appel. Peut-être que vous, votre ligne que vous avez gérée, peut-être oui, autrement, au niveau de l'hôpital. Mais voilà. Ce qu'il y a, c'est que le premier signe qu'on a tout de suite, je suis seule. Je veux parler à personne. Donc finalement, l'expression pas de nouvelles, bonnes nouvelles, c'est pas forcément quelque chose de positif. Ça a double sens. Oui. Ça a double sens. Maya a dit tout à l'heure le comportement. Hein, chez les jeunes, tout à fait. C'est pour ça, c'est important. On a l'agrément de la DG2E pour intervenir dans les lycées, les collèges. Maintenant, même en 6e, on nous demande, ça veut dire 12 ans déjà, il faut venir intervenir. On travaille avec les infirmières des collèges, des lycées, parce que ce sont ces personnes qui voient le changement de comportement au niveau des jeunes. Donc, on n'est pas tout seul, hein, on est vraiment complémentaires et on a aussi affaire aux communes. Le Tavana, parce que des fois, ces gens n'ont pas les moyens dans les îles. On n'est pas qu'à Tahiti, hein. Dans les îles, on demande au Tavana l'autorisation que ces personnes puissent venir à la mairie, une salle spécialisée pour que la personne en souffrance qui nous appelle soit isolée et on le connecte avec une psychologue. Ce n'est pas nous qui suivons à ce moment-là. C'est une psychologue qui prend en charge, même aux Marquises, même au Tuamotu. Donc, oui, finalement, même si l'île est très éloignée, mais on prend en charge. C'est un petit peu paradoxal, puisque là, on dit que les proches ont un rôle d'accompagnant et en même temps, il faut isoler la personne. Qu'est-ce qu'il faut faire finalement quand on est dans une famille où justement il y a cette situation, Maya? Isoler la personne. Oui, isoler la personne, comme ce que tu viens de dire, Annie. Dans les îles, on a besoin d'un endroit, ils sont seuls pour parler tout seuls avec la psychologue. Donc c'est uniquement l'isolement, c'est uniquement pour parler. La psychologue. Oui. Mais il ne faut pas isoler, au contraire. Il faut accompagner, il ne faut pas les laisser seuls et surtout avoir un regard vigilant, surveiller qu'est-ce qu'il fait. Il change sa manière de parler, de s'habiller. Il y a un changement complet sur lui. Il ne mange plus, il ne dort plus. Vous savez qu'il ne fume pas le paca, il a les yeux rouges le matin, tout ça. Ça veut dire un changement complet sur le plan physique. Et là, on dit aux familles, aux amis, ne le laissez plus tout seul. Et parfois, les personnes qui ne veulent pas en parler, c'est parce qu'elles ont cette forme de honte. Non, j'ai pas envie d'en parler parce que j'ai honte. Maya, qu'est-ce qu'on pourrait dire finalement à ces personnes qui sont en souffrance, en difficulté? Il ne faut pas avoir honte, il faut en parler? Oui, il faut en parler. Pourquoi? Parce que si l'entourage est au courant que la personne a des idées suicidaires et est en souffrance, l'entourage pourra agir, pourra intervenir. Nous, on a été formés par les professionnels à poser la question. La personne vient nous voir, elle va mal, on lui pose la question, ça fait peur. C'est vraiment l'idée générale que les gens ont. Ça fait peur de demander est-ce que tu as des idées suicidaires, est-ce que tu penses à te faire du mal, ou comment, quand. Ça, ce sont des informations que l'on doit savoir pour pouvoir intervenir à temps. Sinon, on ne peut pas intervenir si on ne sait pas. Non seulement enlever cette honte finalement, il faut pouvoir en parler, mais c'est aussi important de pouvoir déculpabiliser parfois des personnes qui se sentent mal, voient aussi le mal-être chez la famille qui ne sait pas forcément quoi faire. Finalement, il faut pouvoir accompagner tout le monde, tout un chacun, que ce soit la victime, que ce soit la famille aussi, et déculpabiliser finalement dans cette situation, Maya. Tout à fait. Il faut prendre en charge la personne en souffrance, mais l'entourage aussi en souffrance. C'est pas facile de s'occuper de personnes qui vont mal, mais la famille le fait volontiers si elle est au courant. Et donc, il faut aussi soutenir la famille. Et il y a des prises en charge familiales, hein, bien sûr. Ça existe. Annie, un mot justement sur ça, la culpabilité qu'on peut ressentir. Non, il faut totalement déculpabiliser les personnes qui sont en mal-être. Oui, tout à fait. Parce que quand quelqu'un est mal hospitalisé en urgence, tentative de suicide à l'hôpital, la famille, papa, maman, peut-être maman accuse papa en colère après maman. Hein, donc les familles sont quand même aussi touchées parce que c'est ta faute et tout. La notion de culpabilité. Mais la honte aussi, c'est ancré chez nous, Polynésiens. Parce que ça veut dire, je ne veux pas parler de peur du jugement de l'autre. Et donc, on encourage aujourd'hui les jeunes de s'affirmer.
dire j'ai mal, dire non, je veux pas par rapport à la drogue. C'est ça aussi, on leur dit, on leur apprend à s'affirmer, l'affirmation de soi. C'est aussi une manière de se prévenir de mal-être. Dire non, je suis pas d'accord avec toi. Je te propose non. Voilà. Savoir dire non, se protéger. C'est aussi une façon de, comment je veux dire, de prévenir la drogue, le suicide. On propose quelque chose que tu ne veux pas, qu'on t'impose, savoir dire non. Finalement, on parle de cet accompagnement, de cette manière de faire les choses. Est-ce qu'il y a des solutions, on va dire, concrètes, des médicaments, des thérapies, Maya, vers qui est-ce qu'on doit se tourner, mis à part les structures? Il y a les psychiatres. Les psychiatres, si la personne est en dépression, elle ne va pas pouvoir remonter la pente toute seule. En tout cas, ça sera très difficile. Et en effet, il faudra une évaluation faite par un psychiatre, un généraliste au départ, mais après, normalement, il oriente, parce qu'il faut un traitement médicamenteux pour se relever. Il y a aussi les prises en charge faites par les psychologues. Ça peut être différentes prises en charge spécialisées pour la crise suicidaire et l'après-crise suicidaire, pour éviter que la personne aille encore plus mal. Comme on l'a déjà dit durant toute cette émission, le suicide, c'est un problème qui est complexe, qui est lié à des facteurs psychologiques, sociaux, économiques parfois. Des dispositifs existent comme SOS Suicide, mais chaque geste d'écoute et de prévention compte et peut sauver des vies. Parler du suicide, c'est déjà agir pour le prévenir. Consulter, c'est parfois l'étape nécessaire. Justement, nous avons rencontré Noéline, psychologue de la place, et une de ses patientes dans votre rubrique Les questions express en images. Alors, bonjour, je viens témoigner aujourd'hui parce que j'ai été témoin du coup d'une dépression que j'ai traversée qui ont suivi 2 tentatives de suicide. Bonjour, je suis Noéline Chine, je suis psychothérapeute et psychanalyste intégratif. Alors, tout a commencé en 2022. J'ai eu 3 proches de ma famille qui sont décédés. Suite à ça, j'ai aussi eu une nouvelle relation qui a mal tourné. J'ai aussi vécu un avortement qui s'est soldé par une séparation, et c'est ça qui m'a mené à mes 2 tentatives de suicide. Tout de suite, en tant que thérapeute, ce que j'entends, c'est effectivement la question de l'urgence. Bien sûr, il y a un questionnaire de l'intentionnalité du suicide, donc j'évalue un petit peu rapidement. Et tout de suite, c'est la question d'humaniser. C'est la confection peut-être d'un lien, parce qu'effectivement, cette personne arrive avec peut-être des ruptures d'attachement, des ruptures de lien. Donc, ça fait un moment qu'elle a accumulé des traumatismes et que ça ne va pas du tout. Elle est dans une grande dépression et elle a effectivement une intention suicidaire. Il y a eu déjà la première séance où j'ai eu comme un déclic, où ça m'a fait tilt en fait, que je comptais pour quelqu'un en fait, que j'existais pour une raison, que j'avais le droit d'aller mal et que quelqu'un pouvait me comprendre. Et il y a eu aussi la fois où Noéline m'a fait promettre de ne plus faire de tentative de suicide. Ça paraît bête comme ça, mais ça m'a donné une raison de plus faire ce que j'avais fait, quoi. C'est vrai que souvent le patient ne se rend pas compte, mais il est dans une impasse. Il n'arrive pas à solutionner ses problèmes, il en a trop. C'est pas qu'il veut mourir en soi, mais c'est qu'il n'en peut plus d'exister de la façon dont il existe et qu'il aimerait changer, mais il sait pas comment. Et qu'effectivement, toutes les étapes de la thérapie, puisque la thérapie c'est le changement, c'est un petit peu accompagner cette personne pour peut-être effectivement relativiser certaines choses. Par exemple, la notion de honte, il y a toutes ces questions-là.
Alors, si je pourrais donner un conseil, c'est d'en parler, parce que dans ces situations-là, on cherche souvent à s'isoler, à être tout seul, alors que c'est pas du tout ce qu'il faut. Et je dirais qu'il ne faut pas hésiter de consulter, de parler autour de soi, parce que généralement, la personne qui a des idées noires reste trop souvent seule. Et elle doit chercher du soutien à l'extérieur. Et on le rappelle, aujourd'hui, mercredi 10 septembre, c'était la journée mondiale de la prévention du suicide, d'où ce sujet aujourd'hui. Et on vous donne les meilleures références pour un sujet aussi important. C'est bien sûr la page Facebook de SOS Suicide Polynésie française. Vous avez tous les articles qu'il vous faut, toutes les aides qu'il vous faut, les contacts aussi qu'il vous faut. Vous avez par exemple le 444 767 et vous avez, comme sur ce petit bracelet, le 87 ou le 89 20 25 23. N'hésitez pas à appeler, c'est une ligne qui est justement là pour ça. Vous pouvez aussi les contacter par mail avec le SOS Suicide 444 767 @gmail.com. N'hésitez pas non plus à vous tourner vers toutes les associations qui peuvent vous venir en aide. On a par exemple SOS Vie à Tarawa et bien d'autres. Merci beaucoup Annie d'avoir été présente aujourd'hui, de nous avoir parlé de ce sujet aussi important. Maruru. Maruru. Et merci aussi à toi Maya de nous avoir apporté finalement ce côté de professionnel de santé. Merci pour l'accompagnement finalement sur cette émission. Merci à toi aussi. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas qu'à 18h, vous avez votre VAT Haiti. Maururu Ito Tato Farerera Trahoma Parhiana.